Dans une sortie aussi spectaculaire que largement relayée par les médias, une onde de choc semble parcourir à la fois les couloirs feutrés de l'Élysée et l'arène brûlante des réseaux sociaux. Emmanuel Macron aurait, selon plusieurs sources, sommé son premier ministre Sébastien Lecornu de quitter ses fonctions sans attendre, en plein cœur d'une tempête politique rarement observée ces dernières années. Ces derniers jours, l'atmosphère à l'Assemblée nationale s'est transformée en véritable champ de bataille verbal autour du budget 2026. Entre débats interminables, échanges acerbes et menaces constantes de motions de censure suspendues au-dessus du gouvernement comme une lame prête à tomber, la pression n'a cessé de monter. Dans ce climat électrique, le président aurait discrètement mais fermement poussé Lecornu vers la porte de sortie, laissant entendre que son équipe n'aurait pas su contenir ni l'ampleur vertigineuse du déficit, ni les tensions internes qui minent la majorité. Nous faisons face à une réalité où Macron, traditionnellement vu comme un stratège calculateur qui s'accroche au pouvoir, semble flirter dangereusement avec un remaniement forcé, comme pour se débarrasser d'un allié devenu encombrant. L'impact se fait sentir sur les militants, les électeurs, et même en interne à Renaissance, où des critiques virulentes et des dissensions fusent de toutes parts, menaçant l'unité du camp présidentiel. Mais quelle est l'histoire détaillée derrière cette demande choquante et controversée de Macron concernant le départ de Lecornu ? Les observateurs politiques avertis n'aiment pas que Macron, sous la pression croissante des oppositions, semble s'éloigner de sa stratégie de stabilité pour adopter un discours plus autoritaire et expéditif. En gros, Macron et Lecornu sont pris dans cette course effrénée pour sauver le gouvernement face aux motions de censure. Mais cela divise profondément et crée des fractures internes explosives. Macron impose une exigence ferme concernant un départ immédiat. Puis les critiques repostent en l'accusant d'un opportunisme rampant qui trahirait l'essence de son mandat. Cela touche de multiples débats, du budget aux alliances politiques, en passant par les questions de souveraineté et de leadership. C'est énorme, et je pense que c'est le moment idéal pour examiner en profondeur ce qui s'est passé exactement et comment cela pourrait impacter Macron à partir de maintenant. Pendant longtemps, il y a eu des frustrations accumulées que les directions de l'Élysée partageaient avec leurs alliés gouvernementaux, souvent issus des rangs centristes, qui détestent viscéralement les remaniements chaotiques. Lors de la formation du gouvernement, en octobre 2025, on a commencé à entendre une rhétorique vraiment dure et incisive sur la loyauté absolue. Nous ne pouvons pas continuer à permettre aux ministres de violer notre pays politiquement de manière éhontée. Et c'est précisément ce qu'ils font depuis des mois. Le président Macron, en tant que négociateur officieux sur ces questions sensibles, travaille sur ce grand rapport exhaustif avec ses conseillers. Ils enquêtent essentiellement sur les pratiques gouvernementales douteuses de Lecornu. La question qu'il posait, ce premier ministre a-t-il fait quelque chose qui frustrerait gravement les intérêts économiques et politiques de la France? Il trouve, sans grande surprise, oui. Ces préoccupations remontent à très longtemps, bien avant les débats actuels de novembre 2025. Pour les comprendre correctement et dans toute leur complexité, il faut vraiment remonter aux attentes que les gens avaient lorsque Macron a nommé Lecornu comme premier ministre en septembre 2025. La montée politique de Lecornu a été spectaculaire et inattendue pour beaucoup. En 2022, il n'était qu'un ministre des Armées à 18% de visibilité médiatique. L'année dernière, il avait atteint un impressionnant 33% en tant que figure clé du gouvernement. En tenant compte des alliances locales et des reports de pouvoir, Lecornu a déjà dépassé les attentes dans de nombreuses régions rurales et périurbaines. Cette croissance sans précédent a commencé avec la stratégie de recentrage menée par Macron. Il a commencé à ouvrir le gouvernement au monde économique en 2024 et Lecornu est rapidement devenu le porte-voix incontesté des réformes sécuritaires. Au cours de la décennie suivante, les responsabilités en part du total ont triplé de manière exponentielle et en 2025, pas moins de 41% des dossiers sensibles passaient par Lecornu, marquant un ancrage profond dans les sphères du pouvoir. L'Élysée a ouvert ses portes à Lecornu en 2025 avec un poste massif de Premier ministre. Et c'est Macron qui l'a propulsé à ce niveau historique. Intégrer Lecornu comme force de stabilité est une décision gagnant-gagnant pour le président. Cela protégera notre souveraineté nationale et promouvra le bon type de changement en France, loin des élites déconnectées. Après avoir rejoint les débats budgétaires intenses,
Lecornu est devenu une superpuissance gouvernementale. Mais les gens s'attendaient à ce que le gouvernement devienne aussi plus efficace sur l'économie avec des baisses de déficit généralisées. Cela ne s'est pas produit comme prévu. Les critiques affirment maintenant que Macron pousse au départ en ne jouant pas fair play, en empruntant des idées à ses adversaires pour justifier le remaniement. Il y a deux façons principales dont Macron n'a certainement pas joué fair play selon ses détracteurs les plus virulents. Une façon est simplement que Macron traite différemment les ministres loyaux et vulnérables. Donc, si vous êtes un allié comme Lecornu, votre concurrent interne n'a pas seulement un meilleur accès aux médias, mais peut-être que le terrain sur lequel il a construit son discours a été donné gratuitement par des alliances tacites avec l'opposition. Peut-être qu'il a obtenu une énorme réduction de responsabilité dans son programme, mais seulement pour certains. Macron n'a tout simplement pas un terrain de jeu équitable avec ses propres ministres. Ensuite, il y a les trucs vraiment sales et controversés. Exiger un départ immédiat pour chasser sur les terres électorales des rivaux internes. Si vous demandez aux officiels de l'Élysée à propos de l'accusation selon laquelle Macron vire à l'autoritarisme de manière opportuniste, ils diront « Attendez, l'opposition fait pire avec les motions de censure. » Alors, pourquoi vous en prenez-vous à nous spécifiquement? Le gouvernement vous dira bien sûr qu'il défend la stabilité, mais jamais à des fins électoralistes pures et cyniques. Avec la crise budgétaire de novembre 2025, vous aviez un président qui s'est vraiment mis à être dur avec Lecornu une fois les tensions montées. Et nous n'avions jamais vraiment eu cela auparavant à cette échelle. L'Élysée a utilisé des fuites médiatiques ou des critiques internes pour essayer de forcer Lecornu à changer sa façon de faire les choses. En novembre 2025, Macron a imposé une exigence choc et percutante sur un départ immédiat. Cela a presque doublé le taux de controverse moyen sur les positions du gouvernement de 3,8% à 6,7%. Et ce sont les alliés de Lecornu qui doivent payer cette taxe invisible de crédibilité et de cohérence interne. Mais à chaque déclaration audacieuse de Macron venait une riposte des internes et des puristes du camp. Depuis le début de cette controverse brûlante, l'Élysée a plus que doublé son taux de critiques internes, alimentant des débats passionnés. Celui de la majorité a triplé, avec des figures comme Attal ou Retailleau qui saisissent l'occasion. Le combat est devenu ouvertement politique et personnel, parce que les déclarations de Macron touchent directement la base électorale de Lecornu. De nombreux militants où le gouvernement a gagné en 2024 étaient ici, dans les régions populaires et ouvrières. Et ce sont précisément ces militants les plus touchés par les virages inattendus de Macron qui craignent une dilution de la stabilité. Les déclarations sont essentiellement une taxe idéologique, mais c'est une taxe qui n'est payée que pour les idées produites en dehors du gouvernement, dans un endroit spécifique comme les débats budgétaires. Une des choses que Macron a faites dans ses déclarations est d'imposer des critiques vraiment élevées et incisives sur les ministres en difficulté. C'est un produit énorme que les électeurs populaires consomment, seulement pour le vendre à Macron comme un argument de renouvellement. Donc, comment ces déclarations et la controverse impactent-elles la politique française plus large, au-delà de l'Élysée? Je pense qu'à un certain niveau, nous voyons les décisions que les militants prennent être affectées par cela de manière profonde. De nos jours, ils ne sont pas sûrs de quel gouvernement sera ouvert pour eux à l'avenir, et cela va impacter leurs décisions d'engagement militant. Par exemple, de nombreux électeurs ont accéléré la diversification de leur soutien en délocalisant une partie de leur loyauté vers des partis comme le RN ou les Républicains, pour réduire leur dépendance à Macron et chercher plus de cohérence. Cela crée des opportunités pour ces partis émergents ou renaissants, mais cela augmente aussi les coûts et complique la stratégie globale de la majorité présidentielle. Sur le plan des électeurs, les déclarations se traduisent souvent par des hausses de doutes et d'incertitudes. En France, les militants ont vu leurs convictions annuelles ébranlées de près de 1300 unités en moyenne en 2025, selon des sondages internes. En raison de ces discours sur les départs forcés, les secteurs comme l'économie, la défense et l'identité culturelle sont particulièrement touchés, avec des perturbations qui se propagent à travers les chaînes de valeur partisanes et idéologiques. Malgré une phase, un accord interne au gouvernement en octobre 2025 qui visait à apaiser les tensions en engageant Lecornu à un discours plus unifié et à protéger la souveraineté fiscale nationale, les hostilités n'ont pas cessé et ressurgissent.